Salam alaikum. Pour le deuxième axe de la facette économique du budget, on va voir la conception moderne des finances publiques. Dans ce cadre-là, on a deux faits historiques très importants, qui sont là les deux guerres mondiales et la crise de 1929. Donc, les deux guerres mondiales, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, ainsi que la crise de 1929, qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence, comme résultat? Eh bien, elles ont accru, elles ont amplifié, ils ont intensifié le rôle économique de l'État. Autrement dit, ils ont mis l'accent sur le rôle que les finances publiques étaient appelées à jouer dans l'économie moderne. Donc, on a déjà expliqué le concept de l'état gendarme. Donc, la crise de l'état gendarme est la cause du surgissement, la cause de l'apparition de l'état-providence. C'est quoi l'état-providence? Donc, on peut dire que c'est une forme d'état qui se dote de larges compétences réglementaires, économiques et sociales en vue d'assurer un ensemble de fonctions sociales au bénéfice de ses citoyens. Donc l'état-providence, c'est l'opposé de l'état gendarme. Et la crise de l'état gendarme était la cause du surgissement et de l'apparition de l'état-providence. Les conceptions économiques interventionnistes se sont imposées du fait des crises économiques et sociales que le monde a connues. Donc, ces conceptions économiques interventionnistes, c'est-à-dire qui prennent l'intervention de l'État dans le domaine économique et social, la chose qui était absente dans le cadre de l'État-providence. Donc ces conceptions sont apparues comme une réponse à ces crises. Donc les problèmes sociaux engendrés par un développement industriel qu'on peut qualifier de sauvage ont conduit à admettre qu'il était indispensable de développer des politiques sociales. Et quand on dit développer des politiques sociales, ça veut dire que l'État doit intervenir dans le domaine social et dans le domaine économique. Donc les conceptions économiques interventionnistes se sont imposées du fait des crises économiques et sociales. Et ces conceptions ont été la réponse à ces crises. Et le résultat, c'est l'intervention de l'État dans le domaine social. Donc, j'ai évoqué les deux faits historiques, qui sont les deux guerres et la crise de 1929. En ce qui concerne la guerre, le rôle que la guerre a joué pour pousser l'État à changer de position et de rôle et d'attitude. Donc la guerre a poussé l'État à intervenir dans le secteur économique.
Comment? Premièrement, la nécessité à assurer la production militaire pendant la guerre. Donc, cette production n'est pas l'affaire du secteur privé. Donc, c'est l'État qui doit prendre en charge la production militaire. Deuxièmement, la production civile pendant la paix. Donc, après la guerre, on a des infrastructures détruites. On a enregistré une insuffisance de capitaux privés pour la reconstruction, pour la relance. Et donc, pour combler le vide, l'État doit intervenir. Et l'État intervient par quel moyen? Bien sûr, il intervient par le budget. Donc, le budget, c'est l'outil d'intervention de l'État. En ce qui concerne la crise de 1929, on peut dire qu'elle était l'effet déclencheur de l'interventionnisme de l'État. Donc la grande crise économique et financière de 1929 était l'effet déclencheur de l'interventionnisme de l'État dans le domaine économique et social. Donc, pourquoi on est passé du non-interventionnisme de l'État à l'interventionnisme de l'État? Tout simplement parce que dans ces conditions et ces circonstances, le marché économique ne peut plus s'autoréguler. On a déjà évoqué ce concept dans le cours précédent. On a parlé de l'autorégulation du marché par la loi de l'offre et la demande. Donc, selon la conception classique des finances publiques, l'intervention de l'État était inutile. Pourquoi? Parce que les lois du marché, l'offre et la demande étaient suffisants pour réguler le marché. Donc là, on parlait de l'autorégulation. Mais dans le cadre de la grande crise économique et financière, le marché ne peut plus s'autoréguler. Donc, il doit être régulé. Et donc, comme conséquence, on a besoin des règles et des interventions du secteur public. Donc, le marché a besoin d'être régulé. Donc, en conclusion, on peut dire que la grande crise économique, a légitimé la fonction régulatrice de l'État et la régulation du système économique. La chose qui était absente dans le cadre de la conception classique des finances publiques, là où on se fiait uniquement à la loi du marché, l'offre et la demande. Donc là, cette règle a fait défaut et par conséquent, l'État doit intervenir pour réguler le marché par son propre intervention. Donc, dans ces conditions et ces circonstances, l'État s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner son absentéisme sur les plans économiques et sociaux. Cet absentéisme qui était le long de la conception classique des finances publiques et dans le cadre du concept de l'État gendarme. Donc l'État s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner son absentéisme sur les plans économiques et sociaux et d'intervenir pour faire face à ces graves crises économiques. Et dans ce contexte, l'impôt
a cessé de servir seulement les charges publiques. On a dit que l'impôt servait, dans le cadre de la conception classique des finances publiques, à couvrir les dépenses de souveraineté, uniquement les dépenses de souveraineté. Donc là, l'impôt va cesser de servir seulement les charges publiques et les charges de souveraineté qui étaient dans le cadre de l'état gendarme, et par conséquent, il est devenu un acteur du développement économique et un moyen de redistribution de la richesse. Donc, vous voyez, donc l'impôt n'est plus neutre. L'impôt n'est plus neutre. Il est devenu un acteur du développement économique et un moyen de redistribution de la richesse. Donc, face à la guerre de 1914 et la crise de 1929, le rôle de l'État commence à s'accroître. Pourquoi le rôle de l'État commence à s'accroître, la chose qui n'a pas existé dans le passé, dans le cadre de la conception classique des finances publiques? On se trouve désormais face à des difficultés économiques, monétaires et des crises sociales. Donc, on se trouve face à des difficultés économiques, monétaires et des crises sociales, et l'État se trouve dans l'obligation d'intervenir. Donc, l'État s'est trouvé dans l'obligation d'intervenir à cause de ce processus, à cause de ces circonstances engendrées par la guerre et par la grande crise de 1929. Donc là, on peut dire que, vu le changement d'attitude, de position, de rôle de l'État, dans ces conditions que je viens d'évoquer, donc on peut dire que le phénomène de l'État-providence commence à surgir. C'est-à-dire que, si on dit que le phénomène de l'État-providence commence à surgir, ça veut dire que le phénomène de l'État gendarme commence à s'éclipser. C'est tout à fait normal. Donc, la principale conclusion ou le principal résultat de ces faits historiques, qui sont les guerres et la crise de 1929, c'est le surgissement de ce nouveau concept d'État qui est l'État-providence. Donc le phénomène de l'État-providence commence à surgir. Dans le deuxième cours, on a parlé des caractéristiques des finances publiques. Dans le cadre de la conception classique, on a dit, on a cité 3 caractéristiques qui sont les suivantes. On a un budget neutre, un budget improductif et un budget équilibré. Donc à ce niveau-là, on va voir les caractéristiques des finances publiques dans le cadre ou selon la conception moderne des finances publiques. Donc, à l'opposé du budget neutre, là, on a un budget interventionniste. Donc, l'État favorise le développement des secteurs productifs qu'il juge prioritaires. Donc, cela n'est plus laissé à l'initiative privée et aux lois du marché, l'offre et la demande. Donc, on a parlé on a évoqué ces deux principes qui sont l'offre et la demande, c'est-à-dire qui
qui ont joué, selon la conception classique des finances publiques, le rôle de régulateur. Donc, l'État n'avait pas le droit d'intervenir. Pourquoi? Parce que le secteur économique était livré à l'initiative privée et aux lois du marché. C'est pour ça qu'on a dit que le budget était un budget neutre. Mais là, on a un budget interventionniste. Pourquoi un budget interventionniste? Parce qu'on a un État interventionniste. Donc, à l'opposé de l'État journal, on a l'État-providence qui est un État interventionniste. Et par quels moyens il intervient? Il intervient par, bien sûr, le budget. Donc, le budget, c'est l'outil ou l'instrument d'intervention de l'État. Donc, le budget est devenu un budget interventionniste. Donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a un budget productif. Donc, à l'opposé du budget improductif, là, on a un budget productif. Donc, les investissements réalisés par le secteur public de l'État constituent un moteur économique. Donc là, le budget, a cessé de servir uniquement les dépenses improductives de l'État, comme c'était le cas dans la conception classique. Maintenant, le budget est devenu un budget productif. Il joue un rôle dans le développement et dans la relance économique. La troisième caractéristique du budget, c'est réaliser les grands équilibres de l'économie. Premièrement, on a l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre la production et la consommation. Deuxièmement, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Et troisièmement, l'équilibre des échanges extérieurs, commerciaux et monétaires. Donc, dans le cadre de l'équilibre, les grands équilibres économiques, on a l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre la production et la consommation, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement, et l'équilibre des échanges extérieurs, commerciaux et monétaires. Quel est le résultat du surgissement de l'État-providence? Le principal résultat en ce qui concerne notre matière, c'est bouleverser les finances de l'État. Donc, les caractéristiques classiques du budget vont être abandonnées. Et là, essentiellement, ou d'une manière précise, la neutralité budgétaire, désormais, n'aura plus d'effet. Pourquoi? Parce que on est passé d'un État non interventionniste à un État interventionniste. Donc, la principale conséquence, c'est que les caractéristiques classiques du budget vont être abandonnées, et là, précisément, la neutralité du budget. On a dit la première caractéristique du budget dans le cadre de la conception classique, c'était le fait qu'on avait un budget neutre. Donc là, dans le cadre de la conception moderne des finances publiques, on a un budget interventionniste. Donc la neutralité du budget n'a plus d'effet, n'a plus de sens. Et pour montrer son utilité, donc le budget ne doit plus être neutre. Parce que il est le moyen d'intervention de l'État. Donc le résultat, c'est l'interventionnisme étatique. Et quand on dit interventionnisme
étatique, ça veut dire l'instrumentalisation du budget. L'instrumentalisation du budget. C'est-à-dire que le budget devient un outil de la politique gouvernementale. Donc, la principale conséquence, le principal résultat du surgissement de l'État-providence, c'est le fait d'abandonner le principe ou le concept de la neutralité du budget. Donc, désormais, le budget ne peut plus être neutre. Le résultat, c'est l'interventionnisme étatique. Donc, on a dit que l'État intervient par le budget. Donc là, on a ce qu'on peut appeler l'instrumentalisation du budget. C'est-à-dire que le budget est devenu l'outil ou un outil de la politique du gouvernement ou de la politique gouvernementale. L'interventionnisme étatique permet de noter 3 missions économiques des finances publiques. La chose qui était absente dans la conception classique. Premièrement, on a une mission de redistribution. Donc là, vous voyez que la loi du marché n'existe plus, n'a plus d'effet, l'offre et la demande. On a la mission de redistribution. L'objet de cette mission, c'est redistribuer une partie des ressources au profit des secteurs que l'État juge stratégiques ou prioritaires. Donc là, comme vous voyez, il ne s'agit plus de l'autorégulation du marché. Donc c'est l'État qui détermine les secteurs stratégiques, les secteurs prioritaires et les dote des ressources nécessaires. Donc ça, c'est la première mission, qui est la mission de la redistribution. Cette mission de redistribution se manifeste d'une part par le prélèvement de ressources, c'est-à-dire les impôts, et d'autre part par l'affectation des dépenses à ces activités que l'État juge stratégiques, juge prioritaires. Par exemple, l'industrie, la recherche scientifique, les couches sociales les plus défavorisées, donc par exemple la stratégie de lutte contre la pauvreté, les allocations sociales, les subventions, les pensions, la prévention et la maîtrise des risques sociaux. Donc, ce sont des activités, ce sont des actes que l'État peut juger nécessaires, prioritaires, stratégiques, donc, et c'est-à-dire les dotes des affectations ou des ressources nécessaires. La deuxième mission, c'est la mission de régulation de la vie économique, c'est-à-dire l'équilibre économique ou l'équilibre de l'économie. Donc là, les finances publiques sont un outil dont l'État peut se servir pour limiter les troubles conjoncturels, les troubles économiques conjoncturels. Donc là, on peut citer trois troubles qui sont les principaux. On a l'inflation, la récession et la crise. Les crises. Donc, l'État intervient par les finances publiques pour remédier à ces troubles. Donc, l'inflation, c'est quoi l'inflation? Si on veut donner une définition pour éclaircir les choses, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Autrement dit, l'inflation, c'est la perte de valeur des unités de la monnaie. La récession, c'est quoi? La récession, c'est la diminution passagère de l'activité économique.
donc pas durable. La crise, c'est le ralentissement brutal de l'activité économique générale. La crise a pour conséquence une augmentation du chômage et des faillites, ce qui provoque des tensions sociales. Donc, ce sont les trois troubles que l'État peut se servir du budget pour y remédier. Donc, en général, ce sont les trois troubles économiques conjoncturels que l'État peut rencontrer. Et bien sûr, du fait qu'on est dans le cadre d'un État interventionniste, bien sûr, donc on va essayer d'y remédier par le biais des finances publiques. La troisième mission, c'est la mission d'allocation de ressources. Donc, parmi les principales missions de l'État, on a le fait d'assurer le fonctionnement des services publics. Comme vous savez, on a le principe de la continuité de services publics. Le service public doit présenter ses prestations d'une manière continue. Pour cela, l'État alloue, attribue, accorde des recettes aux services dont il a la charge. Et à ce niveau, l'État se base sur deux principes. Le premier, c'est la rationalisation de la gestion des finances publiques, qui a pour objectif le fait d'optimiser les choix budgétaires. Donc là, on a l'évaluation et la confrontation entre les objectifs et les moyens, et l'élaboration des programmes alternatifs. Le deuxième, c'est la dynamisation du système productif national. Donc, je répète, la mission d'allocation de ressources, comme on sait, l'État assure le fonctionnement des services publics. Donc, les services publics doivent présenter la prestation d'une manière continue. Donc là, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de recettes. Donc l'État leur attribue, leur accorde les recettes dont ils ont besoin. Et à ce niveau-là, on se base sur deux principes. Le premier, c'est la rationalisation de la gestion des finances publiques. Son objectif, c'est le fait d'optimiser les choix budgétaires. Le deuxième principe, c'est la dynamisation du système productif national. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs outils, plusieurs moyens. Par exemple, on peut avoir recours à la modernisation de l'arsenal juridique qui régit l'activité économique. Aussi, le fait de consolider la culture de partenariat. Également, l'accord de coopération technique et financier, la relance de l'investissement et l'amélioration de la performance des entreprises. Donc ça, ce sont des outils ou des procédés sur lesquels on peut se baser pour dynamiser le système productif national. Maintenant, on va voir les principales caractéristiques du budget. Donc, en fait, on a déjà évoqué ces caractéristiques, mais là, on va essayer de les élucider d'une manière un peu détaillée. Donc, on a deux caractéristiques du budget. On a le premier, c'est que le budget est un acte de prévision. Donc, la première définition qu'on a dit, le budget est l'acte par lequel sont prévus. Donc là, la prévision. Donc, la prévision, c'est l'élément financier et comptable de la définition du budget. L'acte de prévision. Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc, le projet de budget concerne toujours l'année à venir.
Donc, l'évaluation à l'avance des recettes à recouvrer et des dépenses à effectuer est nécessaire. On ne va pas attendre l'année budgétaire concernée pour faire les évaluations des recettes et des dépenses. On parle toujours de l'année N-1. Donc toujours, le projet du budget est élaboré à l'avance, à l'année N-1. Par exemple, le budget 2021, il est évalué, plutôt il est élaboré pendant l'année 2020, selon un calendrier qu'on va voir après, quand on va étudier la procédure budgétaire. Donc le budget se base sur l'évaluation à l'avance des recettes à recouvrer et des dépenses à effectuer. Donc cette évaluation à l'avance est nécessaire. Seulement, il faut que cette évaluation soit précise le maximum possible. Soit précise le maximum possible pour qu'on ne tombe pas dans des problèmes d'équilibre budgétaire. Et dans ce cas-là, donc si les prévisions ne peuvent pas être parfaites à 100% parce qu'il y a toujours l'imprévu, et pour remédier à cet imprévu, on a ce qu'on appelle les lois de finances rectificatives qu'on va voir après. Donc l'essentiel, c'est que l'évaluation doit être précise le maximum possible. La deuxième caractéristique, c'est que le budget est un acte d'autorisation. Donc, on a dit, la prévision, c'est l'élément financier et comptable de la définition. L'autorisation est l'élément juridique de la définition. L'élément juridique de la définition. Donc, l'autorisation, c'est elle qui donne au budget son originalité. Pourquoi? L'autorisation préalable occupe une place importante dans le régime des finances publiques. Donc, cette autorisation préalable est nécessaire pour la perception des recettes et la réalisation des dépenses. Cela, quand on a déjà vu ça dans la facette historique du budget, cette autorisation, ce rôle joué par le Parlement dans la procédure budgétaire revient au principe du consentement à un impôt, où on a dit que aucun impôt ne peut être levé sans avoir l'autorisation des représentants de la nation ou du peuple. Donc l'autorisation découle de la nature du régime démocratique, qui est basé sur le principe de la souveraineté du peuple ou de la nation. Et, je crois dans le premier cours, on a évoqué le rôle que les finances publiques ont joué dans l'émergence de l'état de droit et du régime démocratique en général. C'est-à-dire les premières initiatives pour limiter le pouvoir absolu des rois étaient de nature financière. Donc l'autorisation découle de la nature du régime démocratique, ce régime qui est basé sur le principe de la souveraineté du peuple ou de la nation. Pour la définition de la souveraineté, c'est-à-dire la définition juridique de la souveraineté, c'est la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire un pouvoir absolu et inconditionné. Donc l'autorité suprême, c'est-à-dire un pouvoir absolu et inconditionné. Donc la souveraineté revient au peuple ou à la nation. La souveraineté nationale implique forcément l'existence d'un régime représentatif, c'est-à-dire un système politique dans lequel le pouvoir législatif est
est détenu par une assemblée parlementaire élue par le peuple. Élue par le peuple. Donc ça, c'est les principaux ou les grands principes de la démocratie, c'est le principe de l'élection. Donc un système politique dans lequel le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, est détenu par une assemblée parlementaire élue par le peuple, selon les exigences du principe de la souveraineté nationale. Donc la souveraineté revient au peuple et il peut la déléguer à des représentants par le biais des élections. Donc le Parlement, c'est le représentant de la nation. Et avec cette qualité, la qualité de représentant de la nation, il est le seul organe habilité à donner au gouvernement l'autorisation d'effectuer des dépenses et de percevoir les recettes. Donc la règle ici, c'est que le budget doit être approuvé par l'organe délibérant. Donc, comme on a déjà dit, l'élaboration du budget, c'est l'affaire du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, mais ce budget ne peut être exécuté qu'après avoir eu l'autorisation du Parlement, du pouvoir législatif. Sans autorisation du Parlement, le budget ne peut pas être exécuté. Donc, pour ce cours, je vais m'arrêter à ce point-là, et on va reprendre le cours prochain par l'étude des différents types de lois de finances. Donc, merci de votre attention et bonne chance et bon courage.